Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le bilan de toutes mes lectures réalisées dans le courant du mois de juillet. Je suis très contente parce que j'ai quand même beaucoup lu, je trouve, donc voilà, on va démarrer tout de suite. Juste petit point avant que je démarre ce point lecture, vous l'avez probablement vu, je me suis coupé les cheveux. Non pas que ça soit un événement incroyable, juste pour vous prévenir que les vidéos des 2 prochaines semaines sont des vidéos pré-filmées. Et que donc, eh bien, ça sera des vidéos où j'ai encore les cheveux assez longs. Voilà, vous retrouverez ma tête récente à partir de début septembre. Voilà, le point capillaire est maintenant terminé. On retourne plutôt à ce qui est beaucoup plus intéressant avec le point lecture de tout ce que j'ai lu. Donc, retour à l'essentiel, on va dire. On va d'abord démarrer par un roman qui a été une énorme déception. J'ai donc reçu Summerland de Anu Rajaniemi, publié chez ActuSF. C'est la maison d'édition qui me l'a envoyé. C'est donc un service presse et malheureusement, je suis passée complètement à côté. Ici, on va être en 1938, en Angleterre. On est dans un monde dans lequel la mort n'existe plus, en tout cas plus vraiment. Quand vous mourrez, sous réserve de certaines conditions quand même, hein, votre âme part dans un état, un pays qui s'appelle Summerland. Donc, au début de l'histoire, on va suivre principalement Rachel White, une jeune agente du SIS, donc les services secrets anglais. Elle va partir en chasse d'un homme et tout va tourner autour d'un complot. Voilà, on est principalement dans ce genre de thématique, quelque chose de très politique. Et malheureusement, je dois bien avouer que vraiment je suis passée complètement à côté. J'ai pas du tout aimé ce roman. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors d'abord, j'ai trouvé qu'on était complètement balancé dans l'univers avec très très peu d'explications, que ça soit au niveau, enfin principalement au niveau du contexte. 1938, les éléments que je viens de vous donner, c'est des éléments que j'ai sur la 4e. J'ai bien avoué que la 4e m'a beaucoup aidé, surtout au début, à essayer de comprendre vraiment ce qui se passait, parce que l'auteur ne nous explique pas énormément de choses, que ce soit au niveau du contexte, au niveau des lieux dont il parle. Il y a énormément de lieux qui sont évoqués, de lieux anglais, et ils ne sont pas du tout... comment dire, situés correctement sur la carte. Et alors moi, pour le coup, je suis française, hein. Donc les lieux anglais, c'est sûr que si je lis un roman, que vous me parlez de Paris, Bordeaux, Marseille, Nice, tout ça, je vais visualiser sans problème. Là, pour le coup, il parlait de différentes villes de Londres, je voyais pas du tout où ça se situait, genre c'était très très loin, très très près, très haut, aucune idée de là où c'était. J'ai eu également beaucoup de mal à comprendre finalement quels étaient les enjeux de cette histoire. Alors, mis à part le complot politique, et le côté un peu espionnage qu'on va avoir qui est plutôt sympa, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre alors, qui était contre qui ici, Angleterre, Russie, hein, voilà, je ne vous le spoil pas, vous le savez dès le début, mais quels étaient vraiment les enjeux autour de ces espèces de complots, d'enquêtes, d'espionnage. Voilà, je n'ai pas tout bien compris. Il y a également un certain nombre de termes qui ne sont pas du tout expliqués. Des choses assez spécifiques liées aux morts, on parle notamment de tickets, des choses comme ça. Vous devinez ce que ça veut dire grâce au contexte, mais finalement ça ne vous est jamais vraiment expliqué. Voilà, toute une partie espionnage qui était plutôt sympathique, mais voilà, moi ça ne m'a pas accroché. Ça m'a beaucoup fait penser à China Miéville. China Miéville, c'est un auteur qui est extrêmement réputé, qui a énormément de lecteurs de SFFF qui aiment cet auteur, et moi, je crois que je n'ai lu que un roman de cet auteur, si on peut dire que j'en ai lu un en entier, puisque je l'ai abandonné à la moitié. Il a un style qui ne me convient pas du tout. Alors peut-être est-ce que je n'ai pas lu assez encore de fantasy, de SF, de choses comme ça, je ne suis pas encore assez armée pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur, c'est une possibilité. Le fait est que moi, China Miéville, c'est un auteur avec lequel ça ne matche pas du tout. Ici, en l'occurrence, ça m'a beaucoup fait penser à sa manière de faire, à sa manière de construire l'univers, à sa manière également d'appréhender la fantasy, puisque pour lui, la fantasy, c'est pas que Tolkien qui a un peu sclérosé, on va dire, l'univers de fantasy. China Miéville, il a vraiment tendance à mélanger les codes, à mélanger les genres. C'est ce qu'on a ici, hein, puisqu'on a à la fois de l'Uchronie, du fantastique, de la science-fiction. On est vraiment dans un roman à la croisée des genres. Ça peut me plaire, hein, ça j'en doute pas un seul instant, mais ce qui m'a vraiment manqué, c'est tout ce qui est contextualisation, explication au niveau des personnages, et puis un style qui, moi, ne me
ne me plaît pas beaucoup en fait, et c'est vraiment très dommage. Par contre, je suis convaincue, et d'ailleurs j'ai vu Emmanuelle Chastelière le recommander en lecture d'été, donc comme quoi, vous voyez, je pense que c'est un roman qui peut tout à fait plaire. C'est juste que moi, plus je le lisais et plus je pensais à China Miéville, et à partir du moment où j'ai trouvé que ça commençait à ressembler, alors je mets des guillemets à ressembler, hein, c'est pas du tout la même histoire, voilà, mais dans le style et dans la manière de faire, j'ai complètement décroché, et voilà, c'était juste un roman qui n'était pas pour moi, voilà, j'en suis la première déçue. J'aurais aimé l'adorer parce que l'idée de base elle est vraiment géniale, mais voilà, moi je suis passée à côté. Par contre, comme je le dis, alors plutôt si vous êtes peut-être un habitué, un grand lecteur de SFFF depuis longtemps, ça peut vous plaire, surtout si vous avez lu China Miéville et que c'est votre calme, clairement foncez, hein, parce que clairement c'est un roman qui vous plaira. Je pense que peut-être également que les gens qui aiment Neil Gaiman, ça peut aussi leur plaire. Moi malheureusement je n'accroche ni au style de China Miéville ni de Neil Gaiman, donc forcément c'était juste pas un roman pour moi. J'en suis la première déçue. Je remercie tout de même ActuSF bien évidemment de me l'avoir envoyé. Je suis quand même ravie de l'avoir découverte, même si eh bien, ça ne l'a pas trop fait. Un autre roman, vraiment tout autre chose. J'ai lu Le Maître ou le Tournoi de Go de Yasunari Kuwabata, publié au livre de poche. Donc c'est un tout petit roman, c'est pour ça que je l'ai lu. Ici on va suivre alors principalement un maître de Go. J'ai pas noté son nom et je vais pas le retrouver forcément. Maître Chusai, mais j'ai pas son prénom du coup. Bon, on va dire Maître Chusai, tant pis pour le prénom. C'est un maître de Go, quelqu'un qui a été invaincu pendant de nombreuses années. Et ici, dès la première phrase, hein, on nous dit qu'il est mort quelques mois après avoir participé à sa dernière partie de Go, celle où il a perdu en fait, hein, après avoir été invaincu pendant de nombreuses années. Donc ce petit roman, il va principalement nous narrer cette partie de Go, cette fameuse dernière partie de Go qui a, on peut plus ou moins le considérer, hein, amené Maître Chusai jusqu'à sa mort. C'était un roman intéressant, c'était un roman agréable à lire, mais clairement pour ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu de Go, pour ceux qui n'en ont absolument aucune connaissance, c'est un roman qui sera difficile à appréhender. Alors moi j'ai pas beaucoup de connaissances en Go, hein, je vais pas vous mentir, les seules que j'ai c'est les informations que j'ai retenues de l'anime et du manga Hikaru no Go, comme son nom l'indique, qui raconte l'histoire d'un enfant qui va se passionner pour le Go. Donc mes connaissances, elles sont limitées à ça. Ici, dans ce roman, si vous n'avez même pas les petites connaissances que j'en ai, vous risquez vraiment de ne pas comprendre grand-chose. Les règles ne sont pas forcément réexpliquées de manière assez rapide, hein. Donc c'est un roman très très court, et j'allais dire heureusement, parce qu'on tourne tout le temps autour de cette seule et unique partie de Go. On va tourner également autour de tout ce qui est lié au code de l'honneur, à tout le décorum qui est associé aux parties de Go. C'est un roman assez dense par rapport à ça, par rapport à tout ce qu'il explique en lien avec ce jeu. Et puis également toute la culture japonaise qui est quand même très représentative du Go en lui-même, du jeu en lui-même. On a également la confrontation entre deux générations, hein, puisque le maître est battu par un jeune homme. Donc on a bien voilà, la fin d'une époque, le début d'une nouvelle ère, tout ce genre de choses. La culture japonaise, elle est très présente. L'honneur, l'importance des castes, du respect des anciens, etc. etc. On a une écriture que j'ai trouvée assez simple, sans fioritures, mais c'est vrai que dans la littérature japonaise, de manière générale, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de fanfreluches, j'allais dire. On va généralement à l'essentiel. C'est un classique de Kuwabata, hein, de l'auteur Kuwabata. Donc je relirai Kuwabata dans d'autres titres, hein, peut-être un petit peu moins ultra spécifiques, parce que là, bon, je le savais avant de le lire, hein, qu'on allait vraiment tourner autour du Go, mais vraiment là, on est 100% uniquement dans cette partie. Voilà, ça m'a pris, j'ai passé un bon moment à le lire. Après, on a voilà toute l'évolution de la partie. Vous avez tous les points comme ça au fur et à mesure. Alors pas tous les points en détail, hein, mais voilà, si vous voulez, vous pouvez retrouver le détail de tous les points qui sont évoqués au fur et à mesure de la partie, parce que vous les retrouvez dans les différents schémas, on voit la partie évoluer. C'était intéressant, je ne le lirai pas forcément, mais je suis malgré tout contente de l'avoir découverte. Comme je disais, par contre, je ne le recommande pas forcément voilà, aux novices du Go. Je pense que Kawabata, il y a moyen de le lire, de découvrir dans un autre roman moins ultra spécifique que celui-ci. Ensuite, je vais vous parler d'une duologie, oui, enfin pas une duologie,
J'ai lu 2 tomes pour terminer une trilogie. J'ai donc terminé les tomes 2 et 3 de Red Rising de Pierce Brown que j'ai lu avec Monsieur Cadric alias Dorian, qu'il ne connaissait pas du tout. Pour moi, c'était l'occasion de relire cette série que j'aime beaucoup. Si jamais vous ne connaissez pas Red Rising, déjà allez voir sur ma chaîne parce que l'année dernière, lors de l'été en série, c'était la série que j'avais choisi de vous présenter. Donc, je ne vais pas m'appesantir beaucoup sur cette série. J'en parle régulièrement dans de nombreux tags. Dès que je peux la caser, je la recase, donc je ne vais pas vous en parler en long, en large et en travers. Sachez que si vous ne le connaissez pas, c'est une trilogie de science-fiction. Alors, young adulte, mais pas si young que ça, on va dire. Je pense que c'est le genre de série qui peut tout à fait être appréciée par des adultes. On est dans de la science-fiction. On suit dans le premier tome Darrow, un jeune garçon, c'est un rouge. La société est divisée en différentes castes et les rouges, c'est presque les esclaves de cette société. En tête de la société, nous avons les Zor. Darrow est un jeune homme qui travaille dans les mines sous Mars. Il est chargé de terraformer la planète pour que bien l'humanité puisse à terme s'installer sur cette planète. Il va lui arriver quelque chose de dramatique et il va décider, un peu contre son gré, d'intégrer la société des Zor. Voilà, c'est tout ce que je vous dirais. Rapidement, j'ai beaucoup aimé ma relecture des tomes 2 et 3. On est ici dans vraiment un space opéra d'action, full action. Les tomes 2 et 3 n'ont pas grand chose à voir avec le tome 1. Le tome 1, on est dans un espèce un peu d'Hunger Games, alors que les tomes 2 et 3, on est vraiment dans du complot politique et du space opéra. Il y a quelques batailles spatiales également. J'ai pas eu de problème à raccrocher les wagons au démarrage du tome 2, hein, contrairement à Dorian qui a eu un petit peu plus de mal que moi. C'est vrai que moi c'est une relecture, donc c'est un petit peu différent. Par contre, je reconnais, il y a énormément de personnages. L'auteur fait finalement peu de rappels des événements du tome 1, des liens entre les différents personnages. Donc en plus, les personnages, ils ont un prénom forcément. Ils ont parfois des surnoms. Parfois, ils sont nommés avec leur nom de famille. Donc c'est vrai que ça peut être assez facile de se perdre. Il y a également, je le reconnais aussi très volontiers, hein, il y a quelques parties qui sont un petit peu brouillonnes au niveau des phases de combat, des choses comme ça. C'est 2 tomes où il y a vraiment énormément d'action. Il faut vraiment être assez concentré quand vous lisez cette série, surtout ces 2 tomes-ci. Moi, je suis très attachée à certains personnages. J'aime beaucoup Darrow, j'aime beaucoup Mustang. Spécial dédicace, on va dire, pour Sévro, qui reste, je pense, mon personnage préféré. Je reconnais également hein, qu'il y a quelques facilités, il y a des ellipses, il y a des choses qui sont un peu faciles et des réactions que peuvent avoir certains personnages qui sont parfois un peu étonnantes, on va dire, par rapport aux caractères qui sont travaillés par l'auteur. Mais il n'empêche que c'est une série que j'aime d'amour, j'aime énormément cette série, je ne peux que vous recommander de découvrir Red Rising. Et puis voilà, alors j'ai pas prévu tout de suite de lire la seconde trilogie. Donc j'ai le tome 4 divisé en 2 tomes, merci Hachette, le tome 5 divisé en 2 tomes, merci Hachette, et le tome 6 qui n'est pas encore je crois paru aux États-Unis, donc je vais attendre patiemment. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à ma relecture et voilà, je suis très contente d'avoir retrouvé Darrow et toute son équipe. Un autre roman qui a été également une très chouette lecture et je suis très contente d'avoir beaucoup aimé, Valse macabre, le tome 7 de la série Preston and Child, pas du tout, de la série de l'inspecteur Pendergast, écrit par Preston and Child. Donc ici on retrouve notre inspecteur Pendergast, on retourne à New York dans une enquête qui va à nouveau mêler le musée d'histoire naturelle de New York. On va retrouver également des personnages qu'on a vus dans les tomes précédents et que je n'avais pas vu dans le tome précédent. Alors le tome précédent c'est Croisière maudite, un tome que j'avais moyennement aimé, j'étais un petit peu déçue. Celui-ci j'ai retrouvé tout ce que j'aime dans cette série en fait. Donc déjà le personnage de Pendergast en lui-même, les personnages secondaires qui sont assez forts. Et puis cette ambiance de musée d'histoire naturelle, un petit peu fantastique, un peu thriller ésotérique, un petit peu d'historique, enfin voilà. Je ne saurais pas exactement trouver le mot parce que c'est pas comme David Chincott, pas du tout. C'est pas du policier historique, c'est vraiment une ambiance à part que moi j'aime beaucoup. J'ai retrouvé voilà, ce mélange de différents genres que j'aime énormément. Dans cette enquête, on a quelqu'un qui va mourir tout au début. Alors, je ne vous dis pas qui. Je vous déconseille de lire la 4e également. C'est un petit spoil. Donc, il y a un personnage qui va décéder au début du roman. Sauf qu'il est censé avoir été tué par quelqu'un qui est mort. Voilà. Donc, forcément, Pendergast va mener l'enquête et va essayer de solutionner l'histoire.
Voilà, j'ai passé un très très bon moment, j'ai lu avec beaucoup de plaisir. J'aime toujours autant ce personnage de Pendergast, un croisement entre Sherlock Holmes, Arsène Lupin, voilà, ce genre d'enquêteurs qui parlent pas beaucoup mais qui sont très intelligents. Moi j'aime beaucoup ça. L'histoire honnêtement, elle est hyper classique, voilà, mis à part le côté un petit peu, la touche un peu fantastique, l'histoire est classique. Dans Preston and Child finalement... la majorité des enquêtes, hein, c'est pas des enquêtes incroyables, mais c'est l'ambiance générale et puis suivre ces personnages. Moi j'adore ça, c'était super distrayant. À nouveau, c'est pas forcément le meilleur de la série, mais par rapport à Croisière Maudite, on est vraiment un cran au-dessus. C'était très sympa à lire, très cool, et je continuerai à lire cette série parce que j'aime beaucoup ces personnages et qu'à chaque fois, le petit côté fantastique que les auteurs mettent, et ben moi ça me plaît beaucoup. Donc voilà, lisez Preston and Child, le tome 1 c'est Relique, franchement n'hésitez pas. Voilà, je le dis, c'est fait, n'hésitez pas. Ensuite, un autre roman que j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé, c'est celui-ci. Les miracles du bazar Namiya de Keigo Higashino, c'est publié chez Babel. Alors déjà, je suis complètement fan de cette couverture. Ils ont gardé la couve du grand format. Je trouve qu'il y a une ambiance doudou à la Ghibli, qu'on retrouve un peu dans le roman, ce côté un peu doudou, un peu cocooning, un peu tranche de vie, voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc ici, on va être en 2012, on va avoir 3 jeunes voleurs qui vont, parce qu'ils ont peur d'être suivis et qui veulent tranquillement se poser là pour la nuit, ils vont rentrer dans une bâtisse abandonnée. Ils vont se rendre compte que c'était un ancien bazar, voilà, un ancien bazar. Et dans le courant de la nuit, il va y avoir quelqu'un qui va mettre dans la boîte aux lettres une enveloppe contenant une lettre. Ils vont lire cette lettre et tout va partir de là. Je ne vous en dirai rien de plus parce que ça serait éminemment spoilant et ça serait tellement dommage. Donc c'est un roman qui fonctionne un petit peu à tiroir. Vous allez découvrir plusieurs histoires les unes à la suite des autres. C'était une excellente lecture. Moi, Higashino, je l'avais lu plutôt en thriller. J'avais lu La maison où je suis mort autrefois, que j'avais également beaucoup aimé. On a, je trouve, dans ce roman les qualités vraiment des romans japonais, ce que moi j'aime dans les romans japonais, cette espèce de poésie du quotidien, cette espèce de réalisme magique qu'on a dans beaucoup des romans. Voilà, il y a la vie, la vraie vie, et puis tout d'un coup il y a quelque chose qui s'insère à l'intérieur et qui va en faire quelque chose de fantastique, hein, au sens imaginaire. Voilà. L'imaginaire va se glisser comme ça dans la vie quotidienne et va parfois révéler des choses, nous faire prendre conscience de certaines choses. J'aime énormément ça dans les romans asiatiques et là c'était très réussi. Donc les différents chapitres vont s'enchaîner un petit peu au format nouvelle, je mets des guillemets à nouvelle, et on va se rendre compte qu'il y a des liens comme ça qui vont se créer. La construction, elle était assez originale, ça m'a beaucoup plu. C'est le genre de construction que moi j'aime beaucoup, donc avec moi ça a marché. L'ambiance générale, elle est hyper douce, hyper bienveillante, hyper respectueuse. On a des personnages qui sont très forts en très peu de pages. Ça aussi, c'est une vraie force. Tout est également très humain, très réaliste, des réactions que nous pouvons avoir tout un chacun. Rien ne me paraissait improbable en dehors de l'élément fantastique, forcément. C'est un roman qui est vraiment super bien mené, bien construit du début à la fin. Voilà, juste... tout petit bémol sur la fin qui j'ai trouvé, compte tenu de la qualité du reste, hein, je m'attendais à une fin peut-être un peu plus en apothéose, voilà, donc la fin était bien, c'est une bonne fin, mais voilà, j'en attendais peut-être davantage, voilà, je pense qu'après avoir vu tant de coups de cœur autour de ce roman, je m'attendais à quelque chose d'encore mieux que ce que j'ai eu. C'est resté une excellente lecture. Si vous n'avez jamais lu Higashino, franchement... lisez Les miracles du bazar Namiya, c'est un roman qui mérite amplement tout le succès qu'il a eu et voilà, je me joins à l'avis général, c'était excellent. Autre roman qui a été une excellente lecture, mais vraiment excellente lecture, c'est celui-ci, La guerre des marionnettes de Adam Troy Castro, publié chez Albin Michel Imaginaire. Je l'ai reçu également en service presse. C'est le tome 3 de la série de science-fiction Andrea Cort et j'ai adoré ma lecture, vraiment adoré. Dans le tome 1, on fait la rencontre d'Andrea Cort. Andrea Cort, c'est une jeune femme qui est procureure,
je ne sais plus. En tout cas, elle est mandatée par un organisme terrien. À chaque fois que sur une planète, n'importe où dans l'univers, des êtres humains soit sont victimes de crimes, soit eux-mêmes ont commis des crimes. Elle est mandatée eh bien, pour aller enquêter et analyser et faire apparaître la vérité. Il faut savoir qu'elle a également été à la fois victime et participante d'un génocide sur sa planète d'origine. Et c'est un petit peu cet élément-là, en tout cas le fil conducteur qu'on trouve tout au long des 3 tomes. Ici, on va être plus particulièrement sur la planète Vlan. Sur cette planète vivent les créatures que vous avez ici en fait. Et de manière récurrente a lieu une espèce de danse qui finit en espèce de génocide, voilà, par rapport à cette danse. Tout ce qui tourne autour de cette danse, j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper intriguant. Pourquoi a lieu cette danse? À quoi qu'est-ce que ça évoque, qu'est-ce que ça représente pour les habitants de cette planète? J'ai adoré, vraiment c'est un tome que j'ai adoré. Pour cette série, moi j'ai aimé le premier tome, j'ai beaucoup aimé le deuxième tome, mais j'ai adoré ce tome-ci, vraiment. C'est quand même pas courant d'avoir une série qui est crescendo quand même. Franchement, j'avais adoré le tome 2 pour le côté Agatha Christie, vraiment enquête très dans un seul lieu, huis clos, etc. Ici, je l'ai adoré parce que j'ai adoré toute la mythologie autour de ces créatures, les Vlanis, je crois. Dans ce tome, on a donc une nouvelle qui m'a vraiment également beaucoup aidé à comprendre et à visualiser. Alors, clairement, la couve, elle aide également beaucoup, mais à comprendre ce qu'étaient ces créatures et quelles étaient finalement ce que ça représentait la danse pour ces créatures. On a ensuite le roman La guerre des marionnettes et à la fin, on a une nouvelle qui ouvre des portes et qui pourrait permettre, pourquoi pas, à l'auteur de poursuivre les histoires d'Andrea Corte. Là, on a plus ou moins une fin. Vraiment, on peut s'arrêter là hein, sans problème. Mais je pense que l'auteur a matière, en tout cas, à développer et continuer de nous faire retrouver Andrea Corte. Et d'ailleurs, il a annoncé, je crois, sur son fil Twitter, qu'il allait continuer d'écrire dans l'univers et avec Andrea. Ça, c'est également plutôt cool. En tout cas, moi, je serai au rendez-vous. Donc, c'est excellente lecture. Même limite meilleure que le tome 2. Enfin, c'est pas limite pour moi, ça a été meilleur que le tome 2 qui était déjà très bon. Les 2 nouvelles étaient excellentes. Celle d'avant, je l'ai dévorée. Celle d'après, d'ailleurs, tout le roman, j'ai dû le lire en 3 jours, je crois. Je l'ai bouffé, mais vraiment bouffé presque plus vite que le tome 2. C'était incroyable. Donc les nouvelles avant et après, elles éclairent vraiment pas mal de choses par rapport, donc la première nouvelle surtout au Vlanis et à cette histoire de danse. La dernière nouvelle, on est plutôt sur quelque chose en lien avec Andrea en elle-même, hein, son évolution actuelle et peut-être future. J'ai trouvé ce roman presque plus facile à lire que les 2 premiers finalement. C'est peut-être le premier qui m'a demandé le plus d'investissement intellectuel, on va dire finalement. Là, ça a presque été plus facile à lire que les autres. J'étais assez étonnée. Peut-être qu'il est un petit peu moins hard SF, je trouve, surtout que le premier. Le premier, je trouve qu'il y a un peu plus de concepts. Ici, on en a beaucoup moins. Il y a également un petit côté un petit peu creepy par rapport à ces créatures qui, moi, m'a beaucoup plu. Un côté un peu glauque, un peu inquiétant. J'ai adoré ça aussi, cette espèce de... Je l'ai visualisé se déplacer. Enfin, c'était vraiment très cool. Et puis voilà, on a une belle évolution d'Andrea qui est assez différente finalement du personnage qu'on rencontre au début du tome 1. Elle perd en froideur, elle gagne en humanité, c'était vraiment très chouette. Je ne l'ai pas dit au début, mais je l'ai également lu en lecture commune avec Dorian, avec Caroline du Conte Carolivre et puis Laetitia du Conte Galané. C'était très cool qu'on le lise tous ensemble parce que ça nous a permis lors du débriefing d'échanger et vraiment d'éclaircir certains points qui, que ça soit pour les uns ou pour les autres, étaient restés un petit peu obscurs par moments, c'est vraiment des choses assez précises. Et voilà, c'était vraiment très cool de lire tous les 4 et ça a bien éclairé ma lecture sur un point en particulier. Merci à tout le monde. Lisez Andrea Corte, vraiment, si vous aimez la SF. Alors, je peux pas le recommander aux novices. Ceux qui n'ont jamais lu de science-fiction, c'est pour moi un peu risqué. Par contre, voilà, pour les gens qui lisent de la SF, foncez et lisez Andrea Corte. Vraiment, c'est une excellente série, vraiment. Et puis voilà, je prendrai plaisir à la retrouver dans le futur, dans des nouvelles ou pourquoi pas dans de nouveaux romans. Merci beaucoup Alma Michel d'avoir été jusqu'au bout de l'édition de cette série, c'était pas gagné, merci beaucoup à eux et encore merci de cet envoi, c'était excellent. Un autre roman qui a été un quasi coup de cœur, vraiment, ce mois de juillet a été excellent en lecture, j'ai eu de
une déception, une lecture moyenne et tout le reste a été vraiment top. J'ai adoré Behind the Bars de Brittany Seccheri, publié chez Hugo Poche. C'était ma première lecture de l'autrice. Ça ne sera pas la dernière, je peux déjà vous le dire là tout de suite. On va suivre deux personnages. Donc tout d'abord, Jasmine. Jasmine, c'est une jeune adolescente qui fait du chant, de la musique et de la danse. Sa mère est complètement obsédée par la réussite de la fille. Elle veut absolument que sa fille soit une star. Elle fait tout, elle met tout en œuvre pour que sa fille réussisse là où elle a échoué. Et en parallèle, on va faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle le garçon, Elliot. Un jeune homme qui s'appelle Elliot. Elliot, lui, il fait du saxophone. Il va au lycée, c'est là où il va faire la rencontre de Jasmine. Et puis Elliot, eh ben, c'est un bon gamin, mais voilà, il est harcelé à l'école. Et puis Jasmine, elle va avoir le tort de vouloir le défendre et le protéger. C'était formidable. C'était génial. Lisez Behind the Bars. J'ai vu que des avis positifs dessus. Je rejoins la troupe qui vous dit de lire Behind the Bars. C'était beau, c'était doux. C'était incroyable de bienveillance, de respect, d'écoute, de tolérance. C'était formidable. Alors, honnêtement, Brittany Seccheri, je ne trouve pas qu'elle ait une écriture à nouveau alambiquée, complexe. Pas du tout, mais vous savez que ce n'est pas forcément ce que moi je recherche. Par contre, au niveau des petites phrases qui font mouche, au niveau de l'émotion qu'elle arrive à nous faire ressentir, banco, ça marche. Franchement, ça marche. J'ai vraiment adoré cette lecture. Vraiment, 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 je peux que vous la recommander. En plus, on n'est pas sur une romance, alors on n'est pas sur une romance cucu, on va dire. Là, il y a une seule scène de sexe qui arrive quasiment à la fin en plus, donc c'est formidable, vraiment génial. On est vraiment sur le développement de chacun de ces deux personnages. Il n'y en a pas un qui va prendre le pas sur l'autre. Voilà, ils vont évoluer tous les deux ensemble ou séparément. Voilà, ils vont grandir. On va les retrouver à l'âge adulte. Et c'était top de voir cette relation se construire, de voir cette relation évoluer, de les voir également chacun de leur côté évoluer et grandir, avoir des difficultés chacun de leur côté et apprendre à les surmonter seul ou un peu avec l'autre. C'était super. Moi j'ai trouvé qu'il y avait énormément de phrases très très justes. J'ai été énormément touchée. Ce qui m'a plu également, c'est qu'on n'était pas trop dans le pathos. Voilà, parfois je trouve qu'il y a certains auteurs qui ont tendance à appuyer là. Pas du tout. Là, moi, ce qui m'a le plus touchée, parfois, finalement, c'est des phrases, des petites phrases, indépendamment de certains événements qui arrivent à nos personnages qui sont assez horribles. Il y a parfois juste des petites phrases, il y a parfois des choses qu'elle va vous laisser deviner, qu'elle ne va pas forcément vous raconter. C'était excellent. En plus, on a des personnages secondaires qui sont top. J'espère qu'elle va nous faire un roman avec certains de ces personnages secondaires. Moi, je serais très cliente de ça. On a également une ultra présence de la musique jazz. Il y a également une playlist. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais me le faire. Hein, voilà, je vais me faire une petite playlist comme ça sur Spotify. Comme ça, j'aurai ma playlist Behind the Bars. C'était super. Vraiment, c'était super. Si vous aimez la musique, si vous aimez la romance, bien évidemment. Mais si vous avez aussi envie de découvrir de la romance, je pense que celui-ci, il est excellent pour ça. Parce qu'il n'est pas forcément dans le cliché. Voilà, enfin en tout cas moi je ne l'ai pas ressenti comme ça. Il y a également plusieurs sujets super importants qui sont traités à l'intérieur de ce roman. Je trouve qu'ils sont bien faits. Alors peut-être que je trouve que quelques sujets de moins un peu plus approfondis ça aurait été mieux. Mais en même temps comme je disais on n'est pas dans le pathos en fait. C'est-à-dire que nos personnages il leur arrive des trucs durs mais ils avancent. Ils avancent chacun à leur manière. Et voilà, et franchement lisez Behind the Bars. Et moi j'ai la série des éléments dans ma palle et voilà, du coup ça m'a donné très envie de lire cette autrice dans autre chose. En tout cas ce titre-ci il va rester avec moi pendant très longtemps et si vous voulez me faire plaisir lisez Behind the Bars. Un autre roman dans un tout autre genre, et vous êtes habitués sur cette chaîne, que j'ai adoré. On est également sur un quasi coup de cœur, c'est Second Œcumen de John Crossford publié chez Critique. Oh, qu'est-ce que c'était bien! Mais qu'est-ce que c'était bien, franchement. Également lu en lecture commune avec Dorian, Caroline et David sur Instagram. C'était super. C'était vraiment, vraiment super. On va suivre 4 personnages. Alors, ils vont nous être présentés au fur et à mesure du roman. On ne va pas les découvrir tous. On a un pilote, un homme d'église,
une altère. Dans cette planète, on a des personnages qui ont des pouvoirs et ce sont des altères, différents pouvoirs, ainsi également un militaire. Voilà, donc 4 personnages qui vont nous être présentés tout au long du roman. On va les découvrir en alternance dans un univers assez dingue. Ces 4 personnages ont tous des objectifs différents. Ce roman reste assez introductif, honnêtement, hein, puisque, comme je disais, on va rencontrer nos personnages qui, je pense, vont prendre de l'importance par la suite, notamment au niveau des enjeux. Pour le moment, les enjeux sont encore assez obscurs. Chaque personnage, en tout cas, a des objectifs à lui. Je pense qu'on risque d'avoir quelque chose peut-être d'un petit peu plus gros qui va arriver. C'était excellent, vraiment excellente lecture du début à la fin, digne d'un film d'action. Vraiment, si vous aimez les films d'action, si vous avez aimé Star Wars, Star Trek, Battlestar Galactica, enfin si vous aimez les films qui se passent dans l'espace avec des combats, ou sans d'ailleurs, il n'y a pas du tout de hard SF, hein, du tout, on est vraiment dans de la SF d'action, foncez, vraiment lisez Second Ocumen, c'était excellent. S'il n'y a pas de temps mort, il se passe toujours quelque chose, en plus on alterne avec les personnages, donc on n'a qu'une envie, c'est poursuivre, savoir ce qui est arrivé aux autres. C'est extrêmement cinématographique. Alors oui, par moments, j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites facilités, mais ça n'a pas du tout gêné ma lecture. Je les ai acceptées avec grand plaisir, comme quand je regarde un film d'action finalement. Il y a pas mal de dimensions politiques, alors notamment avec le commandant et l'homme d'église, principalement. On a quelques combats spatiaux à la fin qui, là, pour le coup, m'ont vraiment fait penser à Star Wars. Un tome voilà, qui reste quand même assez introductif. L'auteur pose tout son univers, nos 4 personnages principaux, ainsi également que toute la mythologie qui tourne autour des altères, et l'importance qu'ont ces personnages dans cet univers, comment ils sont malheureusement exploités. Voilà, l'auteur a tout posé. On peut démarrer, je pense, maintenant. Voilà, donc je lirai le tome 2, je l'ai prévu, je crois, octobre, novembre, je ne sais plus, je crois que c'est octobre, avec Dorian. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que l'auteur va pouvoir nous proposer une fois qu'il a posé tout ça, tout ce petit monde, tout est prêt, on y va. Et voilà, et je trouve ça formidable vraiment que Critique ait édité un roman qui est aussi bon, quoi. Franchement, il est vraiment, vraiment top. Comme je dis, il faut aimer la SF d'action, il ne faut pas attendre des développements scientifiques très poussés, ils ne vont pas vous expliquer comment fonctionnent les navettes, hein, ne comptez pas sur ça. Mais alors pour l'action, pour le plaisir de lecture, franchement, c'était génial. Vraiment, vraiment, je vous le recommande, c'était top. Voilà, lisez Second Ocumen, allez-y, foncez, c'était excellent. Et voilà, ce point lecture du mois de juillet est maintenant terminé. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains des titres dont je viens de vous parler, si vous êtes du même avis que moi ou pas du tout. N'hésitez pas à me suivre également sur mon compte Instagram. J'y présente en chaque début de mois normalement mes piles à lire. Donc si jamais il y a certains titres que vous avez envie de lire en lecture commune, n'hésitez pas à me contacter via MP par Instagram. C'est là où je suis la plus présente et la plus accessible, on va dire. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!